Lancer une entreprise en Israël, c'est une sacrée aventure. Mais très vite, la question qui fâche arrive sur la table. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le paysage du financement israélien en partant des options les plus proches de soi jusqu'aux aides plus institutionnelles. C'est parti. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On connaît tous cette expression et en matière de financement, c'est la règle numéro 1. Une stratégie vraiment solide, elle ne repose jamais sur une seule et unique source de revenus. Le but du jeu, c'est de jongler, de combiner intelligemment différentes options pour bâtir un montage financier qui soit à la fois costaud et agile. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, les fonds personnels. Ensuite, on montera d'un cran avec les investisseurs en capital, puis le soutien public. On verra aussi l'outil indispensable pour convaincre tout ce petit monde avant de conclure sur l'importance de la diversification. Tout projet démarre quelque part, et bien souvent, ce quelque part, c'est avec ses propres économies ou celles de ses proches. C'est vraiment le socle, la première brique, et c'est aussi le premier test pour mesurer l'engagement d'un entrepreneur. Mettre son propre argent sur la table, ce n'est pas juste une question financière, non, c'est le signal le plus fort qu'on puisse envoyer. Ça dit aux futurs investisseurs, regardez, je crois tellement en ce projet que c'est moi qui prends le premier risque. C'est un gage de crédibilité absolument essentiel. On parle de capital patient et le nom est bien trouvé. C'est l'argent prêté par la famille, les amis, des gens qui ne vont pas exiger un remboursement dans les 3 mois. Pour un banquier, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la trésorerie de départ ne sera pas plombée par des remboursements et ça montre aussi qu'il y a un réseau de confiance solide autour du projet. Mais attention, la love money, l'argent de l'entourage, c'est à double tranchant. Déjà, les montants sont souvent limités. Mais surtout, la règle d'or, la ligne rouge à ne jamais franchir, c'est de ne pas céder de part de l'entreprise à ce stade. C'est une très mauvaise idée. Mélanger l'affect et les affaires, c'est un art délicat qui demande des règles du jeu très claires dès le départ. Bon, une fois que les premiers fonds sont là, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de chercher ce qu'on appelle l'argent intelligent. Là, on ne parle plus seulement de financement, mais d'investisseurs qui vont aussi apporter leur savoir-faire, leur expérience et leur carnet d'adresses. Les fonds de capital risque, les fameux VCs, ce sont un peu les chasseurs de pépites. Ils investissent dans des secteurs très pointus, comme la tech ou la biotech, avec un but bien précis, un retour sur investissement énorme, souvent via une revente ou une entrée en bourse. Évidemment, en échange de ce risque, ils prennent une part significative du gâteau, donc de l'entreprise. À côté des VC, il y a les business angels. Eux, leur approche est différente. Ce sont souvent d'anciens cadres ou des entrepreneurs à succès qui investissent leur propre argent. Ce qu'ils amènent, c'est bien plus qu'un chèque. C'est leur vécu, leur expertise, un véritable mentorat qui peut faire toute la différence au démarrage. Et alors, concrètement, on parle de combien? Eh bien, en Israël, un business angel va généralement mettre un ticket entre 100 000 et 500 000 shekels. C'est le capital d'amorçage parfait, celui qui permet de financer le développement d'un premier produit ou de faire une première percée commerciale. Ce tableau résume assez bien le match. D'un côté, les angels qui interviennent très tôt, dans un rôle de conseil, de mentorat. De l'autre, les VC, qui arrivent plus tard quand la croissance s'accélère, avec un rôle de supervision et un objectif purement financier. On a donc 2 philosophies qui correspondent à 2 étapes bien distinctes de la vie d'une entreprise. Au-delà du privé, il existe tout un écosystème de soutien public et institutionnel. Ces structures proposent une aide plus cadrée et qui a l'avantage de ne pas ou peu diluer le capital de l'entreprise. Les incubateurs, c'est un peu comme une couveuse pour start-up. L'idée, c'est d'offrir un environnement protégé pour grandir vite. Des bureaux, des labos, des experts à portée de main, un réseau. C'est un véritable accélérateur qui augmente de façon spectaculaire les chances de survie d'un jeune projet. Les subventions gouvernementales, c'est souvent vu comme le saint Graal par les entrepreneurs. Et pour cause. C'est de l'argent non dilutif, c'est-à-dire qu'on ne cède aucune part de son entreprise en échange. Forcément, le revers de la médaille, c'est que la compétition pour les obtenir est absolument féroce. Alors, comment est-ce qu'on met toutes les chances de son côté? Il n'y a pas de secret, il faut un dossier en béton armé. Un projet décrit à la virgule près, des avantages clairs, un plan de travail chiffré au centime et bien sûr, une équipe qui inspire confiance. Chaque détail compte. Et voici les erreurs à ne surtout pas commettre. Un projet un peu hors sujet, un plan financier pas clair, ce sont des motifs de refus immédiats. Mais un point souvent sous-estimé, c'est le cofinancement. L'organisme public attend presque toujours que l'entreprise mette aussi de l'argent sur la table, souvent à hauteur du même montant. C'est une preuve d'engagement cruciale. Et enfin, bien sûr, il y a le prêt bancaire. C'est l'option la plus traditionnelle, mais elle est rarement accessible aux tout nouveaux projets.
Pourquoi? Parce que les banques ne financent pas une idée, elles financent une entreprise qui a déjà fait ses preuves, avec un historique, des clients, des revenus. Elles cherchent la sécurité avant tout. On a vu plein de sources différentes. La famille, les VCs, l'État. A priori, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils vont tous, absolument tous, exiger la même chose avant de signer le moindre chèque. Alors, quel est ce fameux sésame? La réponse est simple et parfois un peu dure à entendre. Une bonne idée, ça ne suffit pas. Pour un investisseur, une idée, c'est juste une étincelle. Ce qu'il veut voir, c'est le plan de la centrale électrique et qui va avec. Le voilà, le passeport pour le financement, le business plan. C'est le document maître qui transforme une intuition en un projet crédible, chiffré et stratégique. Sans un business plan solide, aucune porte ne s'ouvrira. C'est aussi simple que ça. Bon, on arrive au bout. Si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait quoi? Quel est le fil conducteur qui relie toutes ces options? Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'y a pas une source de financement miracle qui résoudrait tout. Une entreprise en bonne santé financière, c'est une entreprise qui s'appuie sur plusieurs piliers. Le succès, il est là, dans cette combinaison intelligente qui rend l'entreprise beaucoup plus résistante aux imprévus. Et tout ça, ça nous ramène à la seule question qui vaille au fond, quel est le mix de financement idéal pour son projet? Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. La bonne stratégie dépendra du secteur, de l'ambition, de la maturité du projet. C'est là que le vrai travail stratégique commence.